Bonjour, on a du monde Bonjour. connecté à distance. Je vois qu'il y a encore des gens qui arrivent. Bonjour. Euh, mais je pense qu'on va pouvoir démarrer. Est-ce que vous voyez l'écran à distance? Oui, oui. Oui, Ok. oui. Là, c'est parti. On va commencer par présenter. Donc, ouais, bonjour, bienvenue au café. Je vais me mettre ici, c'est plus simple. Bienvenue au café OJC Provigis Covea. Aujourd'hui, on va vous parler de comment on a mis en place le connecteur Provigis chez Covea et puis avoir surtout le retour d'expérience de Covea sur la simplicité d'installation et puis le ROI qui va avec. On va commencer par présenter les intervenants. Ouais, pour l'agenda, on va commencer par présenter OJC, Covea et Provigis. Ensuite, on aura le témoignage de Erwan Simon de Covea. Puis on fera une démo rapide du connecteur Provigis. On va essayer de garder du temps pour adresser les questions, que ce soit en présentiel ou à distance. Donc aujourd'hui, je commence par me présenter. Donc Benoît Merrouz, je suis le directeur des opérations chez OJC. Je vais présenter OJC après. Ça fait 10 ans que je travaille sur des solutions Ivalua. Et aujourd'hui, donc, je supervise le delivery des projets Ivalua dans les 9 pays dans lesquels on est présent. Et je supporte aussi l'activité commerciale. Bonjour à tous, donc moi-même je suis Rémi Lantéric, je suis cofondateur de Provigis il y a 14 ans lorsqu'on a lancé cette plateforme éditée par le groupe Prononce.com à l'origine. Et donc aujourd'hui je me consacre justement à la construction des offres et l'animation de l'écosystème partenaire dont OJC fait partie en tant qu'intégrateur en particulier. Et Erwan Simon, donc moi je travaille chez Covea, qui est un groupe d'assurance que vous connaissez probablement au travers de ces marques MMA, JMF et MAF. Chez Covea, je suis responsable de l'administration du SI achat et on utilise la solution Ival depuis 2012. Je vais commencer par vous présenter donc OJC assez rapidement. Donc, OJC, c'est le premier intégrateur d'Ivalua. Ça a commencé quand il n'y avait que 20 personnes chez Ivalua. Et on a suivi ensuite la croissance d'Ivalua, d'abord en France, puis à l'étranger, pas partout dans le monde, mais on a accompagné Ivalua, notamment en Angleterre ou en Suède. On était vraiment les pionniers des premiers projets là-bas. Donc aujourd'hui, c'est une centaine de salariés, donc 90 consultants, tous certifiés Ivalua. C'est vraiment notre cœur de métier, c'est plus de 95% de notre chiffre d'affaires, la practice Ivalua. On a travaillé pour plus de 70 clients des 450 d'Ivalua, donc en fait on a une bonne connaissance de tout l'écosystème, ce qui nous aide aussi à mettre en relation, comme là aujourd'hui, mais à mettre en relation différents clients ou mettre en exergue différents cas pratiques qu'on a fait chez certains clients pour pousser d'autres clients à faire de même. Et parmi nos références un peu connues en France, on travaille dans différents secteurs. On n'a pas vraiment de secteur privilégié. Parce qu'au travers des expériences de OJC dès le début, on a travaillé sur tous les projets où il y avait du SAP. Donc, dès qu'il y avait du SAP, c'est le secteur. Donc, on travaille aussi bien dans la finance assurance avec il y a eu Covea, puis Hiscox plus récemment en Angleterre. Dans la défense avec Lizzie Aerospace et Thales. Dans l'automobile, on a à peu près tous les clients équipementiers automobiles d'Ivalua ont dû passer dessus. Donc, le dernier mandat étant OP Mobility. La construction, on travaille on a le gros projet Bravida en Suède, c'est un des plus gros constructeurs en Suède. C'est un projet qui couvre tous les Nordiques, projet P2P. Orange, c'est un client aussi historique, Decathlon, et puis assez récemment, GN Jabra au Danemark, qui font justement les petits boîtiers qu'on utilise là, qui est un gros projet de sourcing et très intéressant. Et donc aujourd'hui, notre chiffre d'affaires du coup se répartit sur ces 4 volumes, la France, Espagne, UK étant les plus gros, et puis la zone germanophone et l'Amérique du Nord.
de plus petits cas. En termes de services, je vais faire rapidement sur celui-ci, mais le sujet en fait d'aujourd'hui est lié à cette carte de service. C'est que de base, JC c'est un intégrateur d'Ivalua, donc on fait du conseil et de l'intégration, c'est la moitié en haut qui est ici. Donc c'est aussi bien conseiller les clients à bien utiliser Ivalua, conseiller à changer les processus pour s'adapter à Ivalua, faire de la gestion de projet, de l'implémentation. Donc vous connaissez tous ça autour de la table. La partie du BLA qui est moins connue, c'est qu'on a développé dès le début de OJC une technologie qui était propre, ce qu'on appelle le OJC Software, qui nous permet de faire des développements sur mesure pour des plus petits clients. Et cette activité-là est devenue complémentaire récemment avec l'add-on store d'Ivalua, où on vient packager donc, des fonctionnalités qu'on peut venir acheter sur Ivalua. Donc le connecteur Provigis, c'est le fruit de OJC Software. On a aussi développé une plateforme qui permet d'automatiser les tests sur Ivalua, complètement sur technologie OJC, mais vraiment dédiée à la plateforme Ivalua. Et la partie communication qui supporte en fait les deux, qui fait le lien entre ces applications sur mesure qu'on va faire et la conduite du changement sur des projets. Donc ça nous arrive de faire des prestations de communication, d'identité visuelle, de sites web dédiés à des projets, par exemple, faire la newsletter auprès des équipes internes. Donc, on a un département qui sert cette activité-là. Je vais laisser Provigis se présenter. Merci Benoît. Donc en effet, Provigis est un logiciel en mode SaaS qui existe donc depuis maintenant près de 14 ans et qui a vocation précisément à aller capter de la donnée auprès des tiers. Donc ça se présente comme un outillage d'infrastructure. Au départ, on était un vertical sur l'obligation de vigilance, devoir de vigilance, et puis de proche en proche, d'année en année, notre métier s'est décalé dans une logique, on va dire, industrialisée de la collecte de données sur les tiers. Processé de manière industrielle, encore une fois, autour de 5 opérations. Donc, bien sûr, la fiabilisation du référentiel de tiers, la captation et la collecte de données auprès de ces tiers, le contrôle, l'extraction des métadonnées, également des documents ou des questionnaires captés auprès des tiers, le calcul de score ou de statut et la fourniture d'une piste d'audit. Donc aujourd'hui, le métier de Provigis, c'est de savoir parler à des centaines de milliers de PME, d'entreprises qui sont souvent, et bien souvent de plus en plus, sollicitées par tous leurs clients dans le cadre de due diligence sur différents critères. On va parler bien sûr du légal, du réglementaire, mais maintenant on va parler de DORA avec les établissements financiers, on va parler de la CSRD. Donc le métier de Provigis, c'est de faciliter, d'industrialiser et de mutualiser, c'est aussi un mot-clé chez Provigis, toute cette opération qui vise à aller capter de la donnée et une donnée qui n'est pas disponible ailleurs qu'en sollicitant le tiers directement. Il se trouve que d'année en année, on a un très grand nombre de clients Ivalua. On s'est rendu compte il y a environ 3 ans finalement qu'on avait des dizaines de clients Ivalua qui s'étaient organisés eux-mêmes, je dirais, à intégrer nos API dans leur système d'information. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, on a justement pris l'initiative de concevoir les best practices de connectivité pour créer le maximum de valeur à ce niveau-là. Alors, justement, Provigis, c'est un outil d'infrastructure de captation de données. Tu peux passer peut-être. Qui permet de simplifier les due diligence que nos clients et donneurs d'ordre ont à faire auprès de leurs tiers. Donc, nous ne sommes pas, chez Provigis, une agence de scoring, on n'est pas un Altares, un Ecovadis, on n'est pas une agence de notation, on n'est pas non plus une société de conseil qui va construire des due diligence sur des réglementations en particulier, même si ça fait partie justement des partenaires avec lesquels on collabore quotidiennement. Par contre, on est encore une fois un outillage qui va simplifier, qui va digitaliser justement la mise en œuvre de ces due diligence auprès des tiers. Et donc, ce faisant, en vue d'accélérer la vision à 360 degrés de connaissance des tiers pour sécuriser les audits et contrôles qui, voilà, bien sûr, concernent différents cadres réglementaires. Donc, cette analyse, tu peux passer, bien sûr, et nos activités ont beaucoup de sens de manière verticalisée dans des écosystèmes sectoriels, puisque c'est là qu'on constate un grand nombre de recouvrements communs, donc de tiers, mais également de données, de réglementation
Oui, typiquement, on travaille beaucoup dans le secteur financier et DORA, qui est une réglementation qui va arriver le 17 janvier 2025. Eh bien, forcément, ça va concerner tous les utilisateurs de la plateforme dans ce secteur. Vous voyez, donc c'est ça, le sujet, c'est qu'on anime quelque part nos utilisateurs et la base installée de Provegis en fonction de leurs enjeux propres en termes de données. Justement pour permettre immédiatement d'avoir une information fiable, à jour et au niveau opérationnel. Donc la donne, justement, comme je le disais, a vocation, la donne avec Evalua a vocation à faire en sorte que cette brique d'infrastructure que nous sommes, et qu'on définit comme un tiers de collecte probatoire, hein, c'est la terminologie qu'on a définie pour quelque part caractériser notre activité, en transverse. Et comme vous le voyez, nous, on est agnostique, hein, quelque part, hein, des données ou de la réglementation ou des due diligence qui peuvent être définies par tel ou tel de nos clients. Mais cette brique d'infrastructure est pilotée par le SRM. Le SRM, en l'occurrence Evalua, qui embarque déjà, ou a vocation à embarquer, un ensemble de règles métiers, d'attributs, de nomenclature en termes de gestion du risque fournisseur. Et donc, clairement, et c'est ça qu'on va expliquer aujourd'hui, c'est de pouvoir justement mettre en œuvre cette servitude, hein, que Provegis va être en tant qu'esclave, quelque part, hein, du SRM, pour le dire comme ça, hein, simplement, puisque nous-mêmes, on va être pilotés par les règles métiers qui sont dans Evalua, en vue d'aller capter les données auprès des bons tiers et sur les bons sujets. Et tout ça, ça va être cadré dans le cadre d'une matrice qui est paramétrée dans Evalua, de manière, voilà, précisément à produire un référentiel augmenté qui va répondre précisément aux enjeux de conformité attendus par le donneur d'ordre. Donc, le bénéfice, hein, en quelques mots, avant de passer la parole à Erwan, on peut rapidement le schématiser en 3 grands bénéfices, hein. Premièrement, c'est bien sûr la synchronisation automatique des portefeuilles de tiers, et donc éviter les coûts humains de gestion manuelle des portefeuilles, hein, typiquement. Deuxièmement, c'est organiser la collecte différenciée, justement en étant capable d'être automatiquement piloté par le SRM sur des critères différenciés en fonction du niveau de risque du fournisseur, et donc aligner la collecte avec la cartographie des risques qui est définie en amont par le donneur d'ordre. Et puis bien sûr, c'est récupérer toutes ces données dans Evalua sans avoir à se connecter et à changer d'outil. Donc c'est ça aussi l'objectif, c'est que les utilisateurs n'aient pas à se connecter à 2 outils, mais à avoir le maximum d'informations dans Evalua. Il faut vraiment imaginer que Evalua, c'est le référentiel fournisseur pour la plupart des clients Evalua. Il est souvent maître ou sinon esclave de SAP, mais en tout cas, toute l'information, elle est là. Si on a d'un côté Provegis pour récupérer les documents et Covadis pour récupérer d'autres données, etc., synchroniser les fournisseurs. Quand acheteurs doivent se connecter sur tous ces systèmes-là pour administrer le référentiel fournisseur, c'est forcément plein d'incohérences. Donc, l'avantage de piloter Provegis depuis Evalua, c'est que tout se fait au même endroit, quoi, et que l'information est cohérente. Donc maintenant, laissez passer la parole à Erwan Simon, peut-être sur Covea. Donc on va faire ça sur des questions et réponses. Je vais rapprocher le. Je vais pas pour peut-être en faire aussi. Je sais pas avoir compris un truc. Ecovadis, c'est ça? Ecovadis, c'est quelque chose avec lequel vous travaillez et à travers Provegis on a de l'information avec Ecovadis, ou bien les solutions que vous utilisez dans le add-on permettent de récupérer du Covadis depuis. Non, c'est qu'il pourrait. Ecovadis, c'est un exemple. Il y a pas mal d'autres prestataires de fournisseurs de données de services. Donc certains sont intégrés via Provegis, comme Dawson.street. Mais pas Covadis, vous avez fait le score Covadis. C'est des choses qui sont à l'étude actuellement, mais. C'est juste une question comme ça. On prend le temps. Merci tout à fait, on peut en parler. Pour l'instant, Ecovadis, c'est équivalent de Provegis pour vous, pour l'intégrateur. C'est une source de données différente. C'est pas du tout les mêmes données. Merci. Mais, ok, pardon. Donc, le groupe Covea. Covea, j'ai dit tout à l'heure que vous connaissez, c'est pas évident parce que la caméra ici, et je regarde l'écran là, mais donc groupe Covea que vous connaissez au travers de ces marques emblématiques MAF, MMA, GMF. On est principalement nationaux, mais on s'ouvre à l'international. On a racheté le assureur partenariat l'an dernier.
Et quelques chiffres pour que vous puissiez vous projeter sur notre activité et comparer les périmètres. Je disais tout à l'heure, donc on utilise Ivalua depuis 2012 sur le S2C et le P2P. On a à peu près 4000 utilisateurs de la solution, je parle des prescripteurs particulièrement. Et dans notre base fournisseur, on a environ 18 000 fournisseurs, majorité nationaux, enfin français. Il doit y avoir à peu près 600 fournisseurs étrangers dans ces 18 000. Donc OVA assureur, ça veut dire soumis à de nombreuses réglementations, ce qui fait que assez tôt, on s'est, par la force des choses, poussé par la réglementation, on s'est intéressé au risque fournisseur. Et donc on est presque historiquement client des services Provigis. Et on utilisait Provigis avant la mise en place de la donne pour lequel j'ai été convié aujourd'hui à vous faire un retour d'expérience. Voilà pour la présentation du groupe. Avec, pardon? Je ne saurais pas dire, mais 2016, je crois. Un moment. D'accord. On a fait un slide pour présenter le périmètre de chez Covea. Donc, je disais tout à l'heure, S2C, donc le fournisseur, enfin, la base fournisseur, qui est, je ne dirais pas base maître, parce qu'il y a encore des bases annexes dans le groupe, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2022, je disais, poussé par la réglementation, le groupe a lancé un gros programme de traitement des risques. Alors, c'est risques tiers au sens large, donc ça ne couvre pas que les fournisseurs. Et donc, dans ce programme tiers, si on fait un focus sur les fournisseurs, parce que c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, le groupe a choisi d'utiliser la base fournisseur Ivalua comme référentiel fournisseur. Donc, on est asservi à la SAP qu'on utilise sur la finance, mais donc en tout cas, le choix a été fait d'adresser les risques fournisseurs dans Ivalua. Et donc là aussi, c'est que Covea, qui a un ancien client d'Ivalua, qui est client d'Ivalua depuis 2012, et qui utilise presque tout le périmètre fonctionnel d'Ivalua. Hormis la partie invoice PMA. C'est ça. C'est une application qui est très large. Est-ce que vous aviez des questions sur les présentations Oui, ça veut dire quoi S2C? Sourcing to contract. Okay. Donc, c'est les deux modules qu'on voit, 2 et 3 sur cet écran-là. Aujourd'hui, on est donc focusé sur supplier, risque et performance, qui est un seul module maintenant chez Ivalua. Avant, c'était des sous-modules. Il y a encore peu de clients qui utilisent vraiment du coup tout le module, puisque tout le monde utilise ça comme un référentiel fournisseur. Donc, chez Covea, ils utilisent et les risques et les performances, mais je ne pense pas qu'il y ait encore beaucoup de clients qui utilisent toutes les fonctionnalités pour lesquelles ils ont en fait la licence chez Ivalua. Mais c'est via ce genre de projet-là que ça permet d'agréger les données et vraiment bénéficier de ces modules sur Ivalua, pour lesquels en fait vous avez déjà les licences. Sur cette slide, avant de passer à la suivante, notez que du coup sur la partie fournisseur, c'est parce que je vois l'occasion d'y revenir tout à l'heure, on est aussi utilisateur de tout ce qui est performance, évaluation de la performance et évaluation des risques via le risque center. Ça, on parle aux clients Ivalua qui sont avec nous ce matin. Alors nous, on utilise Ivalua depuis 2012, on a une super technique par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui. Je ne suis pas aussi pointu techniquement dans les systèmes sur ces sujets-là. J'ai un doute sur le fait que supplier risque et performance, c'est quoi? Chacun des ronds, c'est autant de briques dans le système Ivalua, c'est ça? Oui. Je pense qu'on a que sourcing, contract et e-procurement depuis novembre 2021. Invoicing pas encore moins le respect de l'analyse, je pense pas. Est-ce que pour bénéficier de la donne store de logiciel, il faut avoir la donne store d'Ivalua. Autant pour moi, supplier risque et performance. Bon, on a une base de données fournisseur qui est la base de données prospect. Sinon, la base de données Ivalua, la solution Ivalua et le RP qui change, mais il y a deux bases de données différentes. On considère Ivalua comme la base de données prospect et la base de données contractuelle dans ça.
Je me pose la question de savoir si on peut bénéficier des produits que vous nous présentez aujourd'hui, qui m'intéressent moi directement, qui est super. Oui, en fait, super vraiment, limité, hein. le Je pense vraiment que pour l'instant à la récupération de documents. à partir du moment où vous utilisez Evalua comme gestion de documents, Ouais. de documents fournisseurs, que ce soit sur les prospects ou la base installée, mais après, c'est votre, Ouais. vous l'administrez. Utiliser Provigis, ça vous permet d'éviter du travail manuel à faire sur Evalua, parce que ça sera, vous déportez l'activité chez Provigis. Et donc oui, vous pouvez forcément en bénéficier. Après, il y a donc une contrainte technique, vous parlez d'aide technique, c'est d'être sur une version intéressante vers Evalua. Tout à fait, ouais. C'est le seul paramètre. Mais non, c'est uniquement lié. Je n'arrive pas à placer Aujourd'hui, dans le système que je connais c'est aujourd'hui. uniquement le Supplier Information Management. Gestion de l'information fournisseur, c'est la brique minimum C'est la base, ok, d'accord. vers laquelle vous pouvez travailler pour mettre le code. Ce sont les fournisseurs, vous ne pouvez pas faire l'appel d'offres. Non, de toute façon, on a les fournisseurs, mais je demandais de ce que je connais moi d'aujourd'hui. Dans Spartacus, vous avez Information Supplier Racing, quoi. Oui, ça, oui. Risk Center et Performance, en tout cas, performance et évaluation, je pense que ça a changé par rapport à la version qu'on a aujourd'hui. Oui, c'est des questionnaires. oui. Mais avant, c'était le SPE, enfin. Exactement. Très bien. Bah, Je à vous l'honneur. Je continue. Donc, du coup, je reprends mon récit. Donc, vous avez en 2022 ce programme tiers. Et donc, ce choix qui est fait de traiter l'ensemble des risques des fournisseurs du groupe dans Evalua. Ah, pardon, il fallait que j'attende la question. Ok. Ouais, du coup, je suis lancé dans la réponse à cette première question. Quelle est la place de la conformité et du risque au sein de Covea? Et donc, cette place est la suivante. Donc, en 2022, je me répète, mais programme tiers. Alors, qu'est-ce qui se passe du coup? Une fois qu'on a fait le choix de choisir Evalua comme outil central de la conformité fournisseur, il faut ramener tous les fournisseurs du groupe dans Evalua, ce qui n'était pas encore le cas à l'époque. Donc, ça veut dire que en 2022, on avait les fournisseurs achats indirects. Pas encore achat direct, et puis on a les entités annexes, je pense à Covea Immobilier, qui n'étaient pas encore dans Evalua. Donc en 2022, obligé d'aller chercher tous ces fournisseurs, donc on passe à 18 000, et on s'attelle aussi à traiter plus de risques qu'on en traitait précédemment. Avant 2022, on s'intéressait à la santé financière, on travaillait déjà avec Provigis sur les docs légaux, et on calculait la dépendance économique de nos fournisseurs. Depuis 2022, on traite en tout 14 risques, et je ne suis pas sûr de réussir à vous sortir les 14 ici, mais on a étendu avec, alors j'inclus la RSE dans les risques, même si voilà, c'est discutable, tout ce qui est due diligence, et réputation, LCBFT, lutte anticorruption, voilà. La totale, ouais, presse négative. C'est Sierra. Pardon? C'est Sierra. Je suis désolé, ça ne me parle pas, Sierra. Le système d'information, c'est un terme interne pour votre organisation. Ah non, je pense pas. C'est la remédiation du risque. Alors, ça, c'est le LAC, oui, ça aussi, c'est un risque, c'est un autre risque. D'accord. C'est les échos négatifs sur nos fournisseurs qu'on pourrait avoir, je ne sais pas, sur Internet, tout ce truc. C'est ça la presse négative. Et donc, pour traiter tous ces risques, évidemment, on a cherché à optimiser au maximum, à automatiser au maximum. Et on a du coup exploité toute la palette des fonctionnalités Evalua, et on est allé chercher aussi des informations chez des fournisseurs de données. Donc Provigis, on est aussi client Altares, et on remonte tout ça dans Evalua, et on alimente, alors je ne sais pas si ça vous parlera à tous, mais on alimente, je vous parlais du Risk Center tout à l'heure, on alimente la scorecard dans Evalua. Donc la scorecard, pour ceux qui ne visualisent pas, en fait, c'est une page dans l'application qui est rattachée à un fournisseur sur lequel on va venir agréger, consolider les 14 risques et calculer
un risque global au niveau du fournisseur. C'est ça qu'on donne à voir aux acheteurs, aux prescripteurs, ce qui fait qu'ils n'ont pas à rentrer dans le détail. En fait, ils ont un voyant rouge, un voyant vert, ils savent s'ils peuvent activer tel ou tel fournisseur. Donc je disais, on a utilisé toutes les fonctionnalités Evalua, donc on va chercher des données à l'extérieur qu'on remonte dans la scorecard. On utilise aussi pas mal les questionnaires. On a vu tout à l'heure évaluation de performance, évaluation de risque, on utilise beaucoup les questionnaires de risque et ils nous permettent d'aller chercher de l'information directement chez les fournisseurs et de la remonter dans Evalua. Et puis, c'est aussi en 2022 du coup qu'on a mis en place le connecteur Provigis. Ok. Donc, du coup, la question, c'est pourquoi avoir opté pour le connecteur? Mais avant, j'étais déjà en train d'y répondre avec les. C'est qu'en fait, je ne sais pas trop regarder, mais je crois qu'il y a On a une question en. Ah, très bien. Je crois. Dites-moi. Je sais pas, je n'arrive pas à gérer les mots d'ici. Il y a une question, je ne peux pas donner accès, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ouvrir le micro aux extérieurs. Et la question a été posée par écrit ou quelqu'un a levé la main? Alors en fait, quelqu'un a levé la main dans la discussion et les micros sont automatiquement désactivés pendant le webinaire. Donc c'est normal. Mais en fait, la personne a levé la main et autrement, pour toute autre question, n'hésitez pas à envoyer un message dans le chat. C'est des questionnaires par les. C'est des Et questionnaires. c'est Madame Stéphanie Roxo. Si vous aviez une question, vous pouvez nous l'écrire. On va peut-être vous laisser poursuivre. On continue, Et on regarde les questions pour la fin. Ouais, Ok, comme ça, on rouvrira les micros et ce sera plus simple. Ok. Donc pourquoi avoir opté pour le connecteur? Merci. Je pense que tu as déjà répondu, mais. Non, alors pourquoi non, j'ai pas encore vraiment répondu à ça. On utilisait déjà, je visais les services Provigis et comme répondant par ici, j'ai bien compris, on avait fait développer par OJC à l'époque des API en code. Et donc, on avait déjà ce système d'interface et on récupérait déjà l'information dans l'information proposée par Provigis, on la récupérait déjà dans Evalua. En revanche, tout ce qui était ajout d'un fournisseur dans le portefeuille Provigis, sortie, sélection des documents que l'on voulait collecter par typologie de fournisseur, tout ça, c'était manuel. Donc ça dialoguait, mais il fallait que quelqu'un appuie sur des boutons. Et comme en 2022, tout d'un coup, le scope s'étend, et que je disais qu'on a intégré des fournisseurs de plusieurs entités du groupe avec des besoins différents. Sur la partie immobilier, on ne va pas aller chercher les mêmes documents. Alors, il y a le réglementaire, évidemment, le tronc commun qu'on a tous, mais sur la partie immobilier, ils soumettent des CGA, des conditions générales d'achat, aux fournisseurs qui veulent faire signer. Ils n'ont pas forcément besoin d'attestation RC Pro, alors que sur une autre entité du groupe, on va la demander. Donc voilà, il y a des spécificités par typologie de fournisseur. Donc tout ça, on l'a dressé à la main auparavant. Et donc en 2022, quand on se lance dans ce projet, Provigis me dit, Erwan, ça tombe très bien, on a peut-être un truc pour t'aider. Et ils m'ont mis en relation avec OJC à l'époque. Si j'anticipe sur les questions d'après, il faut me dire. Oui. Il y avait la question qui était avant la mise en place, comment vous faisiez, mais donc. Justement, c'est celle dont je les pour les deux en même temps. On faisait en cliquant sur des boutons. Et en se connectant sur l'application Provigis, parce qu'avant il y avait une sorte d'application Provigis qui était un peu embarquée. Il y a des choses. Ergonomiquement, c'était pas. Alors les boutons étaient dans Evalua, mais par contre il y a des choses qui n'étaient possibles. On n'avait pas tout remonté dans Evalua. Il y a des choses qui n'étaient possibles que dans Provigis. Donc l'équipe qui gère le référentiel fournisseur utilisait majoritairement Evalua, mais avait parfois besoin d'entrer dans Provigis. Par exemple, la sélection des documents à collecter par fournisseur, c'est des choses qui ne se faisaient, qu'on ne pouvait faire auparavant que dans Provigis. Ce qui veut dire aussi, du coup, gérer les utilisateurs qui peuvent se connecter à Provigis, oui. Donc une double administration des fournisseurs, mais aussi des utilisateurs.
Ouais. Alors on est sur, peut-être comme vous, on est sur un petit nombre hein, d'utilisateurs qui actionnaient ces boutons Prologis. Voilà, c'est une petite équipe qui gère ça. Ils sont 5, je crois. Ils sont 5 aujourd'hui parce que tout est automatisé. J'avais la question, en gros, sur les 3 phases, avant la mise en place de l'API, même si le périmètre technique a changé, sur la phase API et sur la phase connecteur, est-ce que vous êtes capable de quantifier concrètement les évolutions peut-être d'effectifs pour le coup, c'est peut-être un bon indicateur. Alors, c'est compliqué parce qu'en fait, le périmètre avant-après n'est pas ISO. Donc, on a gagné forcément en productivité sur la collecte des documents via Provigis. Et par contre, il y a les questionnaires à gérer, il y a des nouveaux risques. Donc, au final, avant-après, l'équipe s'est étoffée. Un gros signe d'accord. Oui, mais par contre, parce que plus de fournisseurs et plus de risques, c'est ça. Et donc, c'est compliqué pour moi de vous donner le ROI juste de la donne Provigis. Ok. Il est positif pour vous. Voilà, factuellement, il y a beaucoup moins de clics à faire sur ce périmètre de collecte des documents. Okay. Ensuite, on avait des questions sur comment du coup il fonctionne aujourd'hui. Et après, comment vous avez été, on peut répondre dans le temps. Et est-ce que vous avez été satisfait de cette intégration? Comment s'est passée l'intégration? Les gains, du coup, voilà. En fait, tout ça est très lié. Donc, ce que nous a apporté le connecteur par rapport à la situation précédente, c'est les automatismes. Je reprends un exemple très concret. On a une entité qui a besoin d'un document et pas l'autre. Ça, avant, quelqu'un devait se connecter dans le Provigis et dans le groupe. Voilà, si vous êtes déjà client Provigis, la notion de groupe, ça va vous parler. Dans le groupe, il fallait mettre le document qui était nécessaire et puis venir mettre le fournisseur dans le groupe. La donne à remonter tout ça dans l'Ivalua. En gros, je ne pense pas me tromper en disant qu'on n'a plus besoin d'aller dans Provigis faire des trucs, tout est possible, tout est pilotable depuis l'Ivalua. C'est ça. Et surtout, tout est automatisé. Alors, qu'est-ce que j'entends par automatisé? Je reprends mon exemple du fournisseur Pluriel Immobilier pour lequel je ne collecte pas les mêmes informations que pour un fournisseur MAF. C'est dans Ivalua que l'on va pouvoir paramétrer la règle de gestion qui dit ce fournisseur avec le bail immobilier. Donc derrière ça, on met ce qu'on veut, on met un tag, on met une famille achat, un périmètre organisationnel, peu importe. Et en tout cas, le fournisseur va intégrer, du fait de cette règle de gestion qu'on a positionnée, va intégrer automatiquement le bon groupe. Et toujours dans l'Ivalua, on aura dit, ce groupe, c'est tel document qui sont obligatoires, celui-ci qui est facultatif. Donc tout ça se paramètre depuis l'Ivalua. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, là, je vous parle de l'entrée dans le groupe qui se fait automatiquement, mais la sortie peut se faire aussi automatiquement. Alors, sur une notion d'entité, ça ne marche pas trop bien, mais je ne sais pas, imaginons que vous choisissiez de collecter tel document que si le chiffre d'affaires du fournisseur il est entre telle et telle fourchette. Eh ben, si tout d'un coup demain il y a une grosse commande, chiffre d'affaires, pardon, le facturé de semaine. Si tout d'un coup vous passez une grosse commande auprès de ce fournisseur, hop, il va passer la barre, il va intégrer automatiquement le groupe et on va récupérer automatiquement le document. Et si l'année prochaine il en sort, hop, il change le groupe et on ne collecte plus le document pour lui. Donc tout ça, une fois qu'on l'a configuré, ça se fait automatiquement. Et c'est vraiment de mon ressenti, hein, je suis là pour faire un retour d'expérience, c'est vraiment ce qui change la donne, sans jeu de mots, du coup, la donne, quand on utilise la donne. Tout ça se faisait auparavant manuellement et se fait automatiquement aujourd'hui. Et donc, est-ce que je suis satisfait? Je pense que vous l'avez compris, oui. Les gains, j'ai un peu évoqué tout à l'heure, c'est compliqué, mais vous l'avez bien compris là, que du coup, on réduit vraiment au strict minimum les opérations manuelles. Donc oui, des gains forcément énormes.
Et est-ce que vous avez des fournisseurs qui sortent de ce processus C'est-à-dire, et qui ne seraient pas enrôlés par Provigis? parce qu'on en a fait le choix ou parce que... Ils ne veulent pas participer à l'aventure, peut-être. Est-ce que vous avez ce cas où il y a une double gestion entre Evalua, en gros une gestion directe en Evalua, parce que le prestataire ou le fournisseur ne souhaite pas intégrer, ou ne connaît pas, ou... Alors, ça arrive. Et du coup, c'est le... Quand c'est le cas, du coup, je vous disais tout à l'heure, on a cette scorecard qui synthétise le risque fournisseur. Et la partie doc légaux est un des critères de risque. Donc, un fournisseur qui ne serait pas à jour de ses documents légaux, c'est de ça dont on parle, hein, parce qu'il ne fait pas l'effort de les transmettre, ça va déclencher un rouge sur la scorecard. Donc, l'acheteur ou le prescripteur ne va pas pouvoir travailler avec ce fournisseur, sauf si enfin il se plie au truc. Donc là, eh ben, il va y avoir quelqu'un, on revient à l'humain, hein. Il y a quelqu'un dans l'équipe administration fournisseur qui va contacter le fournisseur, qui va lui expliquer les règles du jeu. Et après, il y a aussi, je ne sais pas, par exemple, les avocats, parmi nos fournisseurs, ils ne sont pas éligibles à certaines obligations. Donc, mais ça, on le gère au niveau des groupes. On sait c'est un avocat, donc on ne va pas lui demander tel document. Je ne saurais pas vous dire quels documents ils sont dispensés, mais en tout cas, je sais que c'est le cas. Du coup, le scope de l'équipe, il a changé, il gérait la gestion documentaire, il gère, je dirais, Il gère les exceptions. Là où avant, il gérait tout, aujourd'hui, il gère les exceptions. il gère des indicateurs un peu Provigis. Est-ce qu'on a bien récupéré tous les documents? Et si ce n'est pas le cas, mon action, c'est d'aller récupérer ce qui nous manque pour que Raylan passe. C'est ça. Et en fait, on a mis en place, je ne sais pas si c'est standard ou pas, mais au-delà de ces échanges de flux qui alimentent Evalua depuis le Provigis, on a aussi des traitements planifiés qui vont nous alerter si, en gros, l'équipe qui gère le référentiel fournisseur tous les matins quand elle arrive, elle a la liste des fournisseurs qui viennent de passer, on dit incomplet, c'est-à-dire pour lequel il manque un document obligatoire. Qui vient d'expirer. Oui. Donc ça, je sais pas dire par contre si c'est standard ou si c'est un truc qu'on... Il y a un rapport standard quand même d'Evalua. Après, s'il y a des alertes particulières, ça peut être par après, mais il y a quand même un écran standard qui affiche tous les fournisseurs qui ne sont pas compliant parce qu'il y a un voyant qui vient de passer au rouge, date d'expiration, document. Ok. Et là, je parle vraiment d'un mail récap qui arrive dans la boîte de l'équipe de gestion mail des et de fournisseurs. configuration. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être 2 mots sur l'ouverture de compte? Est-ce que la demande accompagne ou aide la création d'un nouveau fournisseur? La création d'un nouveau fournisseur dans la base d'Evalua. La captation de données pour faire simple adresse. Alors, La création de la fiche fournisseur. ouais, je pense que c'est possible. En tout cas, nous, on n'utilise pas les données qui remontent de Provigis pour ça. D'accord. Mais je crois que vous avez des clients qui font ça. Oui, l'onboarding fournisseur, forcément, c'est des données qu'on va avoir dans certains cas d'usage directement pour la création dans Evalua. Donc, en fait, c'est le référentiel de tiers, en fait, avec en plus une évolution, on en parlait tout à l'heure, mais Je pense pas d'évolution. tout à l'heure, voilà, qui permet d'avoir potentiellement même le changement identitaire automatique, si jamais il y a justement un changement, le cas échéant, de données identitaires sur le tiers, du CRN, d'adresse, etc. Donc, ça, c'est des éléments qu'on va remonter dans la donnée. La mise à jour est automatique. Et quand un fournisseur n'existe pas dans la base Evalua, clique sur un bouton et ça va chercher l'information que vous récupérez. C'est ça l'esprit. Voilà, c'est ça. Et nous, on a un bouton Altares, ça serait un Provigis éventuellement. Voilà, c'est ça. Le système, le travail que vous faites de relancer les fournisseurs dès qu'un document est expiré. Il fonctionne toujours. Bien sûr, de toute manière, encore une fois, c'est les core features de la plateforme, clairement. Toute cette notion de données identitaires, relance, contrôle, etc. Ce que j'ai exposé en 5 étapes au départ. Donc, tout ça, bien sûr, c'est opérant, quoi qu'il en soit. La donne vient juste synchroniser et faire en sorte, comme l'a dit Arwen, de piloter par les règles métiers qu'on n'a pas à dupliquer dans Provigis, parce qu'elles sont déjà administrées dans Evalua. Et nous, encore une fois, on est esclave de cette logique pour automatiser, c'est un des mots-clés,
justement le changement d'assignation en fonction en temps réel, hein, des attributs du tiers. Et la mise en évidence, si jamais le fournisseur en défaut, directement, c'est automatiquement remonté, c'est ça? Voilà, exactement. Oui, on reçoit, je ne sais pas si vous avez entendu la question et ma réponse, mais oui, on reçoit au quotidien les mouvements. Alors, on prend un peu de retard, mais on a des questions en fait qui ont été posées. Alors, on ne va pas répondre à tout de suite, mais il y en a certaines qui vont au bon moment. Dans le scope de Covea, est-ce que vous avez tous les fournisseurs de votre supply chain? Et si oui, comment vous les remontez dans les systèmes? Est-ce que vous menez des audits chez les fournisseurs? Est-ce que vous remontez les résultats de ces audits sur vos systèmes? Alors, des audits type audit de sécurité, ce genre de choses? Ça peut être aussi des audits, enfin, je sais que dans le manufacturing, on va aller faire des audits directement, des visites carrément dans l'usine. Donc, on fait ça sur la sécurité, ça peut arriver sur la sécurité informatique. Du coup, on n'est pas dans la supply chain, mais on peut faire ça. Et est-ce qu'on les remonte via le connecteur? C'est ça la question? C'est comment vous les remontez comment vous remontez ces informations-là? Du coup, c'est de l'information. Enfin, ce qu'on peut dire, c'est que les visites, du coup, ça ne passe pas via Provigis. Du coup, vous devez déclarer du coup, vos documents compte rendu de visite. Quand c'est des visites sur in situ, ça fait lieu à un compte rendu, et ce compte rendu est effectivement mis. Alors, il se trouve que nous, c'est dans le cadre des contrats qu'on fait ça, et pas. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ces audits, ils sont liés à une prestation et pas à un fournisseur. Donc, on a bien ce compte rendu, cette attestation d'audit, mais au niveau factuel pour nous. Donc, on n'utilise pas la donne, on n'utilise pas Provigis pour cette information. Il y avait la question sur, parce qu'on y a déjà répondu plusieurs fois, mais c'est bon pour le repréciser, les informations collectées sur un fournisseur pour un client donné sont-elles partagées et mutualisées avec les autres clients? Donc ça, c'est tout le concept de Provigis, que justement, par exemple, le fournisseur, il ne met son cabis qu'une fois chez Provigis et que tous les clients de Provigis récupèrent le dernier cabis à jour de ce fournisseur-là. C'est justement le but du... C'est la mutualisation dont je parlais. Pour éclairer, parce qu'il y a d'autres questions derrière, c'est de dire est-ce que justement le fournisseur il ne s'exposerait pas à déposer des documents qui seraient ensuite revendus à des gens auxquels il n'avait pas envie. Donc en fait, ça va dépendre. Nous, on a plusieurs systèmes. Le premier système, c'est de dire soit ce sont des documents qui sont ce qu'on appelle réglementaires, c'est en gros qui sont mutualisables à plusieurs clients et d'ailleurs à plusieurs établissements du fournisseur. Et à ce moment-là, effectivement, ils sont mutualisés. Mais je précise que le fournisseur doit toujours accepter d'être suivi par un client dans Provigis, c'est-à-dire qu'en fait, on ne diffuse pas de la donnée sans prévenir la société en question que ça devait être diffusé quelque part. Et il a le droit de le refuser, c'est le principe de la plateforme. Il rejoint, il ne rejoint pas, il accepte ou il n'accepte pas d'être suivi par un client. Ça, c'est la discussion que vous devez avoir avec lui, c'est leur orientateur tout à l'heure. Et il y a des documents qui sont des documents spécifiques, où là, ce sont des choses qui sont captées exclusivement pour un client. Alors, généralement, pour optimiser la collecte, tout ce qui est réglementaire, on ne le capte pas de manière spécifique, mais si c'est des conditions générales, si ce sont des chartes particulières, si ce sont des documents très spécifiques à l'activité qu'il a pour vous ou à votre activité de manière particulière, là, cette fois, ce document, il est capté une seule fois et une fois par client. C'est le cas, par exemple, de la liste nominative des travailleurs étrangers soumis à autorisation. Là, pour le coup, elle peut être mutualisée à la main du fournisseur, parce que c'est quand même une liste de ses salariés, mais il peut aussi en déposer une par client. Et on va même jusqu'à la fin du contrat. C'est-à-dire que vous pouvez capter un document, une instance de document par contrat. Donc, c'est dans le Provigis qu'on gère ces règles de mutualisation. Donc, je vais essayer de continuer sur les questions que nous, on avait prévues. Là, c'est sur l'accompagnement en JC. Comment s'est passée la mise en place, le temps que ça a pris? Est-ce que vous étiez du coup satisfait de cette mise en place? Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en 2022, quand on a retravaillé cette collecte de documents, on s'est tourné vers Provigis. Il se trouve que ça coïncidait avec la création de ce connecteur. On ne parlait même pas d'add-on encore à l'époque, ça n'existait pas. C'était un connecteur standard en Provigis. Déjà, ce qui était séduisant, c'est qu'on passait de quelque chose qui était tout en code à quelque chose qui était en pure configuration. Et qui arrive
on était en fait assez proche de la philosophie de la zone aujourd'hui, parce que c'est un package qu'on installe sur l'application et ça va très vite. Donc, pour répondre clairement à la question, en un mois, c'était fait. La mise en place. La mise en place du connecteur. De passer à nos anciennes API code au connecteur standard Provigis, en un mois, c'était fait. Ce qui prend du temps sur ce mois-là, c'est finalement pas le travail technique de JC. Ce qui prend du temps, c'est le paramétrage des règles, de nos règles métiers. De dire, voilà, nous, on a besoin de tant de groupes. Dans tel groupe, c'est tel document, obligatoire, pas obligatoire. Et voilà les règles pour que le fournisseur entre ou sorte des groupes. C'est ce travail-là qui est le plus long finalement. Et vous avez la main pour mettre à jour ces règles quand vous le voulez, je présume, parce que ça peut avoir l'intégrateur. Alors, du coup, en fait, ça va dépendre du niveau, on va dire, de l'expertise de vos équipes d'administration. La complexité des règles. Aussi. C'est de la requête SQL, en fait. Pour faire ça. Donc, vous savez faire ou vous ne savez pas faire. Mais en tout cas, c'est accessible. Et donc, l'accompagnement de JC, c'est justement expliquer comment tout ça fonctionne, aider dans la conception, et puis traduire ça derrière en spec détaillé et faire le boulot. Vous disiez comme un conseil dans le process, toute la mission qui n'est pas purement d'intégration, c'est ça? En fait, généralement, quand même, le client qui a déjà choisi Provigis, la solution, pas le connecteur, il sait quand même ses process, il sait déjà bien ce qu'il veut faire. Donc, nous, c'est vrai que c'est dur de dire pour Covea, vous devriez mettre ces types de documents, ou je sais pas quoi. Covea connaît mieux son métier que nous, quoi. Après, une fois qu'ils arrivent à mettre ça par écrit, transposer ça en configuration, nous mettre en place les connecteurs, on considère que c'est 4 jours de JC. Donc là, on a parlé d'un mois, sachant qu'en plus, il y a des débranchements de connecteurs existants. Donc, Nibalo a dû contribuer. Hein. Mais oui, en moins de 4 jours, nous, on fait le travail. Donc, on aide à mettre ces choses au clair. On va poser des questions s'il y a des règles qu'on ne voit pas comment matérialiser. Parce que si la règle, c'est de dire prendre tous les fournisseurs qui sont dans tel secteur d'activité, qui ont tant de chiffre d'affaires, ok, le chiffre d'affaires, je le trouve où c'est de savoir d'où est la source d'information, si on les veut bien. C'est là qu'on peut avoir des conseils. Peut-être que vous devriez aller rajouter des données sur la fiche fournisseur pour améliorer vos règles. Mais ça ne prend pas beaucoup de temps. On fait 2 ateliers par connecteur. Ce qu'on dit un mois, c'est un mois à temps plein, c'est pas 30 jours, ça nous prend un mois. Non, mais un mois, ça de conception Go Live, c'est les sprints classiques chez Covea, c'est ce sprint d'environ un mois. Oui, c'est ça active sur un mois. Et la donnée, ça a mis combien de temps pour être mis en place? Pour le développer? Sur réalisation. J'ai pas donné mes chiffres. On a passé plus de temps à la conception, je dirais, pour faire le cahier des charges, parce que donc on a été mandaté par Provigis pour le développer, financé par Provigis. Donc en fait, nous, ils sont arrivés avec un cahier des charges, on a dit bon, bah ok, alors, je sais plus, disons que c'était 60 jours, je sais plus, mais pour tel nombre de jours, on va faire tout ce que vous voulez. Donc c'est plus cette partie-là, le temps de définir exactement le cahier des charges qu'on a pressé du temps. Après le développlement exact en moins de 3 mois. Oui, ça a été assez rapide. Et puis surtout, on fait des évolutions régulières maintenant. Parce que voilà, donc maintenant, en cumul, je ne sais pas à combien de jours on met, mais de toute façon, c'est pas un projet de 3 ans. C'est un connecteur qui a dû sortir dans une délai de 3 mois. À partir du moment où on était d'accord sur ce qu'on voulait faire et le fait de l'avoir en première version, ça doit être quelque chose de cet endroit-là. Et il est sorti en 2022, c'est ça? Il est sorti en 2022. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on avait déjà toutes les API côté Provigis et que quelque part, ils ont fait du paramétrage côté Evalua. Donc, effectivement, on a passé plus de temps à se dire comment on va faire ce qu'on veut sans faire de spécifique d'un côté ni de l'autre. Parce que c'était un des éléments fondamentaux pour nous, c'était de faire en sorte que le connecteur utilise les mêmes API que ce que tous nos clients utilisent. Côté Evalua, on ne voulait pas être en dehors des clous de la doctrine technique d'Evalua. Donc, non, c'est pour ça qu'on a passé plus de temps à y penser que je comprends. Et pour répondre à une question du coup, qui est liée à ça, qu'on a vu tout à l'heure, c'est en quoi l'engagement de JC dedans, c'est que nous, donc, encore une fois, c'est la propriété intellectuelle de Provigis, on travaillait pour Provigis. Notre contrat, donc,
c'est nous généralement qui installons le connecteur parce qu'on connaît mieux, mais c'est quelqu'un d'autre pourrait le faire. Notre engagement qu'on a auprès de Provigy, c'est d'en faire la maintenance derrière, au fil des montées de version d'Evalua, de s'assurer qu'il y a au moins, le deal, c'est quand il y a au moins une montée de version par an que nous, on va sécuriser. S'il faut en faire deux, bah, du coup, il y a un contrat entre nous. De faire la maintenance, maintenant qu'il y a plusieurs clients, il y en a qui vont remonter des petits bugs, et ben, du coup, que ça vienne bénéficier à tout le monde. Parce que là, le roadmap d'Evalua, c'est tous les 6 mois une nouvelle version. Oui, ce qui est moins qu'avant déjà. Parce qu'avant, c'était plutôt 3-4 versions par an. Donc le fait qu'il n'y en ait plus que 2 par an, bon, ça fait que nous, on arrive à planifier. Typiquement, il y a un nouveau client qui arrive, qui veut le connecteur, soit il utilise une version qu'on a déjà faite, tant mieux, soit il a une version qui n'a pas encore été adaptée. C'est là que généralement, on n'est pas à plus d'une nouvelle version adaptée sur le connecteur par an. Et la roadmap de développement, est-ce que vous êtes phasé parce que c'est à l'usage ou besoin plutôt? Alors, on n'est pas phasé dans le sens où c'est une roadmap qui est liée à deux choses. D'une part, ce que Provigy tout seul sait faire. Et donc, du coup, il y a des choses qui descendent dans Provigy et qu'on trouve pertinent de rajouter un connecteur. Et également, beaucoup aujourd'hui par le retour aux clients. Typiquement là on a une activité un peu dense et donc du coup on réinjecte des choses comme la requête de modification du référentiel. Il y a un autre sujet qui est assez fort, qui est que le produit s'évolue en allant fournir les données qu'il y a à l'intérieur des documents et pas simplement les documents eux-mêmes et un statut. Donc ça va forcément donner lieu à une évolution de connecteur. La réglementation de RAM, on en a parlé, c'est sur quoi on travaille, c'est d'aller descendre dans le connecteur la collecte à la main du contrat. Enfin, ouais, donc on a une roadmap là dont je peux parler très rapidement. Mais si ensuite on a quelque chose de stable, la vraie roadmap rythmée, c'est le suivi des versions. Une version par an et peut-être au bout d'un moment aussi les décommissionnements de versions. Pour l'instant, on a avec Logiciel un contrat qui garantit que ce soit toujours rétro-compatible et compatible avec la dernière version. Et sur la compatibilité avec les versions, je peux la tester parce que pendant qu'on est en train de discuter, moi j'ai des viennoiseries. Sinon, là, on est en train de faire 180 pour de vrai ce matin. D'accord. J'ai donné le go hier soir et ça passe en 180 là. Et pendant les tests, on a eu 0 régression sur le connecteur. Il est passé comme ça. Oui, Ce qui montre bien que c'est la pure config standard. Depuis qu'on est passé sous forme d'add-on sur Evalua, il y a un processus sur Evalua aussi de valider que ce qu'on fait n'est pas anti-performant ou puisse causer des risques d'intrusion. Et donc au passage, il y a eu quelques adaptations qu'on a dû faire pour répondre encore plus aux standards d'Evalua de façon à mieux supporter les upgrades, la prémantabilité. Oui, c'est ça qui a été audité par Evalua avant d'être publié sur notre site. Oui, ça c'est ce qui n'était pas le cas au tout départ, en 2022, mais en 2024. En fait, En 2024, Evalua a lancé son add-on store qui a été annoncé à Evalua Now en mars 2024, c'était il y a 6 mois. Et il se trouve, compte tenu de l'existence d'un lab de connecteur standard, on a été éligible, puisqu'on était dans la politique, la nouvelle politique de R&D de Evalua, et on a été un des premiers add-on. On a été le premier add-on dans l'add-on store d'Evalua. Pas fait par Evalua. Le premier fait par un. Voilà, fait par un. C'est la dernière liste de questions pour Erwan. C'est des conseils que tu pourrais donner aux futurs clients. Je vais me répéter un peu, mais c'est rapide et facile à mettre en œuvre et quand c'est bien configuré, du coup, on a beaucoup d'automatisme. Et donc, nous, on a vraiment gagné là-dessus. Donc, c'est aussi pour ça que du coup, quand Rémi m'a convié ce matin, je suis venu sans trop traîner des pieds parce que je n'avais pas à me forcer finalement pour dire le bien du connecteur parce que j'entends bien. En fait. Donc, je pense, enfin en tout cas pour nous, ça a coché toutes les cases. Il n'y a aucune règle qu'on n'a pas pu mettre en place à cause d'une limitation qui nous aurait été imposée par le connecteur. Et donc, ça me laisse à penser que ça doit être vrai pour vous, vrai pour vous. Voilà, je pense vraiment que ça a été bien pensé, que c'est très souple et que ça doit pouvoir s'adapter à toutes les pratiques. Ça doit retourner
C'est l'occasion. Sur les affaires. Merci, Erwan. Donc, en l'occurrence, juste remettre ça. Donc, en l'occurrence, c'est vrai que pour résumer les bénéfices que Erwan vient de préciser, je ne vais pas le faire beaucoup mieux, mais en gros, c'est synthétiquement les 6 objectifs qu'on s'était fixés à la rédaction du cahier des charges. Encore une fois, ce qui est important, et c'est ça qui nous a pris beaucoup de temps, c'est de penser le connecteur. Encore une fois, on a sondé une quinzaine de clients qui avaient intégré par eux-mêmes nos API, sans forcément qu'on soit dans la boucle. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des trous dans la raquette, quoi. Donc c'est pour ça qu'en pensant le connecteur à la fois fonctionnellement pour créer de la valeur, et en même temps dans la politique zéro code d'Evalua, bien, les 6 objectifs, bien sûr, alors on en a beaucoup parlé, mais la vision sur le comportement du tiers sur Prologis, donc on peut piloter, qu'on peut voir depuis le SRM. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que est-ce que le fournisseur il est déjà dans Prologis, est-ce qu'il est inscrit, est-ce qu'il est relancé, est-ce qu'il a un contact, etc. Donc on n'a pas besoin de se connecter à Prologis pour comprendre le comportement du tiers avec Prologis. Deuxièmement, la synchronisation automatique des portefeuilles. Donc ça, c'est précisément ce qu'évoquait en particulier Erwan sur le fait qu'en fonction d'une query, on va dire par défaut, qui est définie par vos soins sur la base des règles métiers qui sont définies par vous et qui sont dans Evalua, eh bien, que ce soit le span, la géolocalisation, le secteur d'activité, que sais-je, eh bien, cette synchronisation automatisée qui pilote les entrées et sorties dans le référentiel. Donc là, on évite à la main tout un ensemble de pratiques, certains connaissent, autour de la table. L'administration de la collecte différentielle depuis le SRM, c'est précisément ce cas de figure où, dans certains cas, on doit collecter des documents. Vous parliez, Erwan, de Covéaimo versus MAF, par exemple. Eh bien, voilà, c'est typiquement comment automatiquement et en temps réel, si jamais l'attribut change, si le span il change du jour au lendemain, automatiquement, sans qu'on ait une action à faire manuellement, eh bien, cette collecte différenciée eh bien, va avoir lieu. Il y a un cas d'usage quand même que je cite, c'est les plans de remédiation. Parce qu'effectivement, il y a la nature du fournisseur et ce à quoi il est exposé, mais vous avez aussi sur le processus d'analyse. S'il y a quelque chose qui ressort, vous pouvez du coup faire des règles pour lui demander plus d'informations ou plus de le soumettre à un questionnaire particulier, etc. Et juste piloté par le fait qu'il y a un risque identifié sur ce terrain. Quatrièmement, l'affectation du contact référent. Donc là, c'est encore une fois la donnée personnelle, c'est-à-dire qu'on va utiliser les contacts dont nous disposons que vous ne voyez pas forcément. Et si par exemple vous avez flagué un contact dans l'Evalua et la donne vient avec la possibilité d'un rôle donné à un contact Prologis. Si vous flaguez un contact Prologis, ben, automatiquement, dans l'hypothèse où on n'aurait pas de contact, et seulement dans ce cas, on va aller utiliser cette information. Ensuite, la collecte, bien sûr, des statuts de conformité sur l'ensemble des documents. Et puis, bien sûr, le téléchargement, l'accès aux documents directement depuis Evalua. Donc, rapidement, encore une fois, alors c'est plus pour voir un petit peu l'outil, la donne. Donc là, on est sur le statut d'activité de Prologis, c'est-à-dire on voit le comportement du fournisseur. Là, on voit que le fournisseur est correctement synchronisé. Mais il y a une quinzaine de cas. On va voir le fournisseur n'est pas synchronisé, le fournisseur n'est pas inscrit sur Prologis, etc. Donc là, on n'a pas besoin d'aller sur Prologis pour comprendre son comportement avec la plateforme. Et on voit bien sûr sur l'état de conformité, sur l'état de certification. Cette activation se fait par défaut sur la base d'une requête query, donc dans Evalua. Mais on peut soit forcer l'activation, si le fournisseur n'est pas pris en compte dans cette requête par défaut, soit l'exclure manuellement, en fonction de critères d'intégration dans le portefeuille à ce niveau-là. Donc là, c'est ce qu'on disait, la gestion des exceptions qualifiantes. Le fournisseur peut avoir des attributs dans Evalua, et c'est clairement ce qui va ensuite être, si tu passes au stade suivant, le résultat. Juste le petit bouton ouvrir le fournisseur, c'est quelque chose qu'on a fait pour c'est quand même le bouton qui permet quand même d'aller ouvrir la fiche fournisseur dans le registre pour ça. Et c'était un des manques. Sans avoir à s'authentifier. En lien, effectivement, mais c'était un des manques de l'équipe de Covea qu'on a rajouté. Il est utilisé ou c'est développé pour assurer? Non, il est utilisé. Il est utilisé.
Donc, une fois qu'on est dans la fiche fournisseur, dans les documents, ben, on voit bien entendu, on va dire, la nomenclature documentaire côté Evalua et côté Provigis. On va voir qu'il y a un mapping de cette nomenclature qui est effectué en termes d'administration. Et puis, on voit bien sûr ici les métadonnées, bon, là, les dates de début, dates de fin. Et comme on le disait tout à l'heure, on fait coexister deux statuts pour pouvoir justement faire coexister deux flux de collecte. Un flux de collecte interne, direct dans Evalua, et le flux de collecte Provigis, qui va ne pas écraser, bien sûr, l'existant. Vous avez un statut général ou pas? De... Entre le statut interne et le statut Provigis. En gros, est-ce que la somme des deux? Le statut général, c'est le statut. Donc, on a le statut Provigis, c'est une information. À partir de cette information et d'éventuels autres, éventuellement, par exemple, de revalidation sur Evalua, on aura le statut qui est le statut Evalua, c'est l'avant-dernière colonne, c'est celui-ci là. Parce que là, on a un document, effectivement. C'est-à-dire que si on avait deux calices, à historiser, chargé en interne et chargé sur Provigis, on aurait deux lignes. Je reste dans le détail, mais On pourrait, oui, oui, techniquement, on a le droit d'ajouter plusieurs calices. Alors, sauf quand il y a des documents qui ont comme règle, on peut en avoir que un sur Evalua. Enfin, ça, c'est vraiment dit par l'Evalua standard. Mais on peut définir avec, il peut y en avoir qu'un. Dans ce cas, vous seriez interdit d'en uploader un s'il y en a déjà un ici. Donc, vous avez l'accès également aux documents via un lien sécurisé qui est dans Provigis. Donc là, ça vous permet de télécharger en local le document qui reste sur Provigis. Et puis, bien sûr, vous allez avoir plus ou moins de documents en fonction, comme on l'a dit, du nombre de groupes auxquels est assigné dans Provigis le fournisseur. Et donc c'est des liens, alors ça paraît pas très joli comme ça. Ce qu'il faut voir comme derrière, c'est que ça veut dire que le stockage n'est pas fait sur Evalua. Voilà. 18 000 fournisseurs chez Covea fois le nombre de documents à les récupérer, c'est l'espace disque qu'on prend chez Evalua et qu'on utilise potentiellement chez les 10 clients qui sont un peu similaires, etc. Donc on prend de la place pour rien. Et là, le stockage est unique chez Provigis. Et en plus, il y a une garantie d'intégrité de la donnée puisqu'elle reste sur Provigis. Pas de rupture de chemin de preuve sur la pièce. Ce que vous voyez là aussi, c'est qu'on est vraiment dans le standard de la gestion documentaire Evalua, en fait. Les documents d'origine Provigis, ils viennent s'intégrer là, au milieu des documents que le fournisseur aurait pu déposer ou que vous-même auriez pu déposer. Donc là, on est toujours dans l'aspect configuration, donc c'est le mapping des nomenclatures documentaires entre celle de Provigis et celle d'Evalua. C'est précisément pour compléter ce que vient de dire Erwan, ce qui fait qu'on rentre vraiment dans la table, dans la table Evalua. Donc, bien sûr, il faut s'assurer de bien mapper pour pouvoir obtenir le document que Provigis va fournir. Donc, c'est la définition des équivalences. Et les tiers sont sollicités en fonction de cette matrice de risque. On va voir, je crois, aussi sur le slide suivant. Donc là, c'est la notion de Provigis, de groupe. C'est-à-dire que dans Provigis, là, on est dans Provigis, on va créer des groupes. Ça, l'administrateur est totalement autonome chez le client pour créer des groupes et associer un certain nombre de documents, de données ou de questionnaires à chacun des groupes. Typiquement, dans l'immobilier, il y a des pièces particulières, dans le gardiennage, la sécurité privée, il y a des choses particulières, etc. Et c'est justement cette synchronisation des groupes avec Evalua qui permet de filtrer justement les fournisseurs en fonction d'une règle métier qui est définie dans Evalua. Voilà, c'est tout simple. C'est quelque part la logique et la mécanique, elle est relativement simple. C'est-à-dire qu'on va avoir une synchronisation des groupes avec les documents correspondants à chacun de ces groupes et en fonction de la règle prévue dans Evalua, quelle qu'elle soit. La gestion des groupes se fait dans Evalua? La gestion des groupes se fait dans Provigis. L'affectation de quel document est capté par quel groupe se fait dans Provigis. Et par contre, dans le deuxième écran, là, heureusement, dans Evalua, cette paramétrage pour que du coup, vous détectiez depuis Evalua si jamais il manque quelque chose. Et par contre, l'affectation d'une query pour piloter cette affectation, ça se fait dans Evalua. Ok. Exactement. Donc après, vous avez ici des boutons de synchronisation qui vont permettre, voilà, bien entendu, de synchroniser tous les paramètres ou le faire selon certaines règles. Je sais pas si vous après, le connecteur, en fait, il est livré avec tous les automatismes qui doivent être mis en œuvre.
et c'est le projet d'intégration qui décide quand est-ce que ces automatismes-là sont. Tout à fait, ouais. Il y a des interfaces qui peuvent être au niveau de la fiche fournisseur ou au niveau, comme on voit ici, synchronisation complète des fournisseurs. On a mis il y a plus d'interfaces différentes qui servent en fait après à définir avec vous à quel moment vous voulez faire la synchronisation. Ça peut être dire simplement c'est une synchronisation complète toutes les nuits à minuit, mais ça peut être de dire à chaque fois qu'un fournisseur il passe telle étape de validation, hop, je vais faire une synchronisation pour celui-ci, pour être sûr que je suis à jour avant de passer à l'étape suivante. En fait, on a des sortes de points d'entrée comme ça qu'on va mapper à des événements. C'est pour ça qu'assez rapidement, vous pouvez rentrer dans une logique de test unitaire, en fait, parce que vous avez tout de suite les automatismes et vous pouvez, en début de projet, voir si les choses fonctionnent et si ça correspond à ce que vous voulez. Et puis ensuite, derrière, décliner dans le projet d'intégration avec l'équipe d'exploitation, je ne sais pas qui ça se fait d'ailleurs, mais la décision de quand est-ce qu'un tiers est synchronisé, quand est-ce que les groupes sont synchronisés. Enfin, il y a pas mal de flux par rapport le fait de dire que le groupe-là permet qu'à faire ça. C'est peut-être pas la peine de synchroniser à la mi-seconde, parce que ça change pas beaucoup. Voilà. Le dernier point, Vous gérez vos documents au sirène ou au sirène? Ou les deux? C'est Sirène, c'est la personne qui le sirène de l'établissement principal. Ok. Que nous, on tend vers ça en disant on va faire le sirène du siège, notamment pour tout ce qui va être les familles sans qui va être tout ce qui est matériel. Mais on se dit, tiens, sur la prestation, on pourra avoir de la documentation du coup différenciée par article, parce que la liste des personnes étrangères pourrait être différente, une attestation différente, ou des choses comme ça, ou le QSSE, nous on a un questionnaire santé sécurité qui pourrait être différent. Du coup, ça, on pourrait le gérer via les groupes en disant pour tel type de famille, alors je veux là au sirène, là au sirène. Alors, nous, pour nous, en fait, on gère au sirène. Donc, en fait, c'est vous qui avez décidé d'avoir un sirène ou un sirène. Par contre, ça reviendrait à dire, lorsque je gère au sirène côté Evalua, alors je l'appelle un contact, il me doit telle information. La règle de collecte, c'est toujours un fournisseur, donc un sirène, Prodigis, doit à vous tel ou tel document pour la raison XY, notamment l'affectation dans des coûts. Et à un moment donné, ça se fait une masse. Si vous avez uniquement des fournisseurs qui sont comme Covea, les établissements principaux, ça revient à gérer la sirène, finalement. Et si vous avez 10 fournisseurs Evalua derrière la sirène, parce que vous avez 10 établissements, pour nous, ça fait 10 fournisseurs que vous sollicitez indépendamment les uns des autres. Parce que nous, on se dit, par exemple, un Excel qui a 300 sites, quel est l'intérêt d'avoir 300 fois les mêmes documents? Je voudrais les rattacher du coup au sirène du siège pour aller. Alors en fait, pour le coup, si ce sont des documents, on va rentrer dans les mécanismes de Prodigis, mais si ce sont des documents qui de toute façon sont mutualisables au sirène, du point de vue du fournisseur, quand il va déposer sur un établissement, ça va se mutualiser partout, et donc en fait, ça sera le même lien que depuis n'importe quel des 300. Donc pour le fournisseur, ça va être simple. Donc vous mettez la difficulté où vous voulez. Si vous voulez vraiment avoir les 300 fournisseurs différenciés, parce que ça vous apporte de l'intérêt, c'est une chose. Mais en tout cas, voilà. Par contre, à l'inverse, si ce sont des documents qui sont spécifiques et l'établissement 1 ne doit pas déposer le même document que l'établissement 2, là vous avez bien deux fournisseurs à gérer et deux. La dernière, c'était pour illustrer justement la gestion des contacts référents, en l'occurrence. Comme vous le voyez, la donne vient avec un nouveau rôle au niveau des contacts, qui est contact Prodigis, et qui permet de flaguer un contact qu'on va potentiellement utiliser, comme on l'a dit tout à l'heure, dans la mise à jour du fournisseur. Et on voit ici le statut du contact. Là encore, il y a un certain nombre de cas de figure. Hein. Le contact est présent dans la liste référent, mais non actif. Le contact n'existe pas. Enfin, voilà, il peut y avoir. Là encore, on n'a pas besoin d'aller dans Prodigis pour comprendre quelle est la situation et l'état en matière d'activation de contact. Parce que forcément, c'est une donnée clé pour nous dans le contexte de la relance sur certains documents, certains questionnaires en particulier. Et clairement, là, ça automatise, on va dire, cette logique assez chronophage, bien sûr, hein, pour tous dans l'administration de la base de fournisseurs. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, on n'arrive pas au terme de. Pas mal de questions en ligne. Est-ce que les gens ont envie de parler? Les trucs comme celles qui sont plus en essayer de les prendre dans le l'ordre. Il y a pas mal de questions sur Prodigis.
Quelle est la couverture internationale des fournisseurs couverts par Provigis? Parce que, enfin, avec le Covea, la plupart de vos. Enfin, tu sais, il y a quelques entités en plus à l'étranger. Comment les fournisseurs internationaux? Alors, en l'occurrence, on parlait tout à l'heure des données identitaires, hein, qui sont le premier niveau, bien sûr, de fiabilisation de notre outil, en particulier dans leur mise à jour en continu. Nous, on est interfacé avec Altares de Embraer. Donc, on a toute la base et toutes les données identitaires internationales par le biais de ce partenaire qui est intégré à la plateforme. Enfin, on est nous-mêmes, voilà, distributeurs de données à ce niveau-là. Donc, le DUNS, le numéro TVA, le numéro d'identification locale, sont autant de données identitaires qui nous permettent d'inscrire, en fin de compte, et d'onboarder des fournisseurs sur la plateforme. Donc, il n'y a pas de limite technique à l'onboarding de fournisseurs sur la plateforme. La plateforme est traduite en 5 langues. Enfin, voilà, donc il y a un onboarding qui est possible techniquement. Du coup, votre service de relais de vérification des documents, et il peut aller au relais des documents qui seraient. C'est l'équivalence, en fait. C'est ça ce qui est l'équivalent. Voilà, on a comment dire, on va dire un état des équivalents documentaires au niveau réglementaire par pays. Donc, ce qui nous permet d'aller pouvoir justement savoir quels documents il faut solliciter dans tel pays, quels sont les points de contrôle à réunir. Voilà, donc après, voilà, forcément, il y a des pays très exotiques en Asie, dans certains, voilà, en Chine, etc., où la plateforme n'est pas traduite en mandarin, par exemple. Donc, c'est vrai que clairement, aujourd'hui, nous, on travaille beaucoup sur les pays de l'Union européenne, sur les États-Unis, bon, les pays limitrophes de la France, Espagne, Italie, Pays-Bas, Roumanie, enfin, Angleterre, Allemagne, etc. Voilà. Mais donc, techniquement, il n'y a pas de limite. Aujourd'hui, nos clients de grand compte nous déploient, on va dire, même en local, dans certains pays, comme l'Italie, la Belgique, etc., pour pouvoir opérer cette collecte probatoire sur leur tiers dans la filiale étrangère. Enfin, je complète, hein, mais nous, on fait soit de la collecte sèche, c'est-à-dire on récupère un document, soit collecte contrôlée, etc. Donc, en fait, ce dont on parle, c'est notre capacité de savoir ce qu'il faut collecter et de savoir contrôler des documents équivalents aux documents français dans une cinquantaine de pays. Après, rien n'empêche d'onboarder un fournisseur d'un pays n'importe lequel avec une dépose sèche de documents. Là, nous, on n'aura pas forcément les moyens de savoir si le document est authentique, s'il est correspondant à ce qu'on veut savoir. En tout cas, on va le capter. L'autre question qui était liée à ça, c'est du coup les fournisseurs que vous avez. Vous avez parlé de DNB. C'est dans les questions qui sont posées. Quelles sont de quelles sources de données vous agrégez sur Progis, à part DNB? Alors, globalement, un document dans Progis, c'est soit un document qui a été déposé par un fournisseur, soit en fait finalement une connexion à une API. Et donc nous, on a des connecteurs avec CreditSafe, on a des connecteurs avec Altares sur les aspects Sapin 2 avec InDuty, sur les aspects robustesse financière avec DirectPlus. Donc on a pas mal de connecteurs de cette nature. On a des connecteurs avec des gens qui contrôlent du RIB comme Trustsphere. Donc en fait, c'est ça. Quand on parle d'un document, on parle en fait fondamentalement de soit un questionnaire auquel les gens répondent, soit un document, on va dire PDF ou Excel que les gens déposent, soit en fait le résultat d'une collecte d'API. Donc, voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, on va dire que sur risque financier, risque réputationnel, etc., on a des connecteurs avec des gens qui sont des scoreurs de fournisseurs. Et par contre, sur la donnée identitaire, là, c'est nous-mêmes qui achetons en fait les connexions sur Dun & Street pour pouvoir remplir en fait justement les informations identitaires de nos fournisseurs à partir des multinationales. D'ailleurs, pour compléter, lorsqu'on capte une donnée issue d'une source externe comme un data provider tel qu'Altares, CreditSafe, Trustsphere ou autre, eh bien tout ce qu'on vient de se dire, ça, je veux dire, ça reste vrai. C'est-à-dire que si on connecte Progis à InDuty ou à CreditSafe ou quoi que ce soit, eh on va remonter automatiquement la donnée en fonction de la matrice de risque et paramétrée dans les valeurs, sans forcément avoir besoin de mettre l'API du data provider qui va là. Bon, après, il y a une limite fonctionnelle d'usage, hein, mais en tout cas, ce que vous avez vu là, dans la liste des documents, ça pourrait être le score InDuty, ça pourrait être le score de solvabilité CreditSafe ou le récipient d'identification du RIB par Trustsphere. Dans les mêmes règles, dans des règles qui peuvent être pilotées par Evalua, comme le reste des documents, encore une fois, au titre du fournisseur.
Tu es sur les questions Il y a peut-être une dernière question qu'on peut traiter maintenant, qui était un peu plus adressée à Ivalva. Ça va parce que c'est un peu le lien avec toi. Et comment est-ce qu'aujourd'hui vous faites vous demandez à vos fournisseurs de déclarer leurs sous-traitants, ce qui va être le besoin d'Aura, parce que ce qu'on imaginait, c'est que on puisse partager via Provigis un questionnaire pour demander aux fournisseurs de rang 1, déclarez-moi tous les fournisseurs de tous vos sous-traitants, mais qui serait du coup un fichier plus. Il n'y a pas de formaliste pour ça. Enfin, avec Aura, il y en a un qui arrive, mais pas tout le temps. Donc, est-ce que vous gérez ça via Provigis, pas du tout? Alors aujourd'hui, pas du tout, mais on y réfléchit fortement, poussé par Nora. J'ai entendu tout à l'heure qu'il y aurait demain une possibilité de suivre au contrat. Il y a déjà. C'est déjà le cas. D'ailleurs, certains d'entre nous connaissent cette fonctionnalité qui existe déjà dans Prologis. On peut collecter par contrat certaines pièces et la grille existe. Donc, ce que nous, on fait Mais pas pas que. aujourd'hui, et en fait, Nora nous amènerait à ça, en fait, de dire je demande à mon fournisseur la liste de ses sous-traitants pour une prestation particulière. Donc non, ça on fait pas, mais il faut qu'on fasse. N'hésitez pas, vous aussi, à revenir vers nous si vous avez des questions additionnelles ou des démos plus live, vraiment sur le sujet qu'on pourrait faire. Sur place, on est encore disponible jusqu'à midi si vous avez des questions. Et merci en tout cas. Merci beaucoup, Erwan, de votre collaboration active et très appréciée, en tout cas, ce contexte. C'est un nouveau produit, donc c'est sûr qu'on est toujours très précieux pour nous d'avoir les premiers retours. C'est aussi comme ça qu'on fait évoluer, puisqu'on est quand même à la version 5 ou 6 de la donne, on n'en a pas parlé, mais depuis 1 an et demi, il y a quand même des versions mineures qui ont permis d'ajuster en fonction des retours de nos utilisateurs. Merci à tous, merci au JT pour l'organisation de cet événement aussi. Encore rien. Merci d'être là. Merci à vous. Ouais. Bonne journée. Bonne journée.